بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais terminer la partie numéro 2, chapitre numéro 1, introduction générale à la nanotechnologie. On va commencer par une définition. Nous avons que le monde des nanosciences et des nanotechnologies. Le terme nanomonde recouvre les objets de taille nanométrique dont certains phénomènes et effets sont inattendus. Ces spécificités leur ouvrent une large éventuelle d'applications et de même, si certaines sont déjà autour de nous, leur potentiel de développement est considérable. Qu'est-ce que le nanomètre? Nous avons que le préfixe nano d'origine grecque signifie très petit. Un nanomètre, c'est une unité de mesure qui correspond au milliardième de mètre ou à un millionième de millimètre. C'est environ 30 000 fois plus fin que l'épaisseur d'un cheveu et 100 fois plus petit que la molécule d'ADN. Par comparaison de taille, la Terre est à une orange. Ce que cette orange est-elle un nanoparticule de 1 nanomètre. Donc, aborder l'échelle nanométrique revient à évoquer des objets dont la taille évolue entre le nanomètre et quelques centaines de nanomètres ou des effets spécifiques aux dimensions nanométriques. En plus, les nanoparticules d'origine naturelle qui existent dans notre environnement sous la forme de poussière émise par combustion, par érosion, par les volcans ou dans la matière vivante à l'échelle atomique ou moléculaire. Un grand nombre de nanotechnologies sont déjà présentes dans différents objets utilisés quotidiennement. Les téléphones portables, l'ordinateur, l'éclairage LED. Deuxièmement, qu'est-ce que la physique quantique permet de comprendre le nanomonde? Nous avons que les objets nanométriques possèdent souvent des propriétés chimiques, électriques, magnétiques différentes de celles des objets de même composition. Lorsqu'ils sont macro ou microscopiques, à titre d'exemple, le mouillage, le degré d'étalement d'un liquide sur un solide à l'échelle macroscopique est bien modélisé. Lorsque des phénomènes inattendus peuvent apparaître pour des gouttes de taille nanométrique. Nous avons aussi que la physique classique est insuffisante pour décrire les propriétés individuelles des atomes. C'est dans le cadre quantique, principale théorie d'explication du nanomonde et de propriétés spécifiques à cette échelle qu'il est possible d'étudier les mécanismes de résistance, de solidité, de durabilité des matériaux et de comprendre pourquoi ils sont isolants. Conducteurs ou semi-conducteurs, la physique quantique constituée d'or est déjà le fondement de l'électronique, des transistors et de l'optique des lasers. Troisièmement, observé à l'échelle nanométrique. Donc, nous avons que l'émergence des nanosciences et des nanotechnologies doit beaucoup au progrès spectaculaire des techniques d'observation et de manipulation. Nous avons que les microscopes optiques créés en 1605 ne peuvent observer des objets de taille inférieure au micromètre. De nouveaux microscopes utilisant des techniques différentes se sont développés depuis plusieurs décennies et exigent notamment un degré de technicité avancé pour préparer des échantillons d'observation. Nous avons aussi que le développement des microscopes électroniques à transmission en 1931 jusqu'à 1970 a permis de donner des images à l'échelle atomique, donc c'est 1 sur 10 nanomètres, mais qui nécessite une préparation complexe des échantillons. Le microscope électronique à balayage en 1965, bien que moins sensible, permet de visualiser rapidement la présence, la forme et la disposition de nano-objets.
Nous avons aussi que l'invention au début des années 1980 du microscope à effet tunnel a fait prendre conscience que le nanomonde était à notre portée. Ce microscope utilise une pointe métallique extrêmement fine et qui se déplace à quelques nanomètres de la surface. Les variations du courant électrique appelé courant tunnel, qui franchit l'espace séparant la pointe de la surface, sont enregistrées par traitement informatique pour en déduire la topologie et certaines propriétés chimiques, électroniques, magnétiques des surfaces. Nous avons aussi que le microscope à force atomique est basé sur une architecture similaire, mais mesure une force de contact au lieu d'un courant électrique. Quatrièmement, on va voir les nanosciences et les nanotechnologies, le N&N. Donc, c'est un signe d'une recherche en plein essor. Le périmètre des nanosciences et des nanotechnologies est complexe à définir. Il s'agit d'un domaine de recherche pluridisciplinaire concernant la physique, la chimie, la biologie, qui s'intéresse au comportement d'éléments nanométriques. Les nanosciences concernant plus précisément l'étude des phénomènes observés dans des objets, des structures, des systèmes dont la taille est de quelques nanomètres, dans un moins une des dimensions de l'espace et dont les propriétés découlent spécifiquement de cette taille nanométrique, c'est-à-dire qu'elle soit différente de celle d'un objet, d'un système ou d'une structure similaire de taille plus importante. Nous avons aussi que les nanotechnologies sont à la fois un ensemble d'outils, d'instruments, de techniques qui permettent aux nanosciences de progresser en offrant des moyens d'étudier, manipuler, fabriquer, mesurer les objets nanométriques. Ce sont aussi les applications issues des nanosciences, à l'instar des nanomatériaux ou bien des nanocomposants. Cinquièmement, on va voir comment fabriquer des nanocomposants. Nous avons, pour fabriquer des nanocomposants, nous avons deux voies sont possibles. On va commencer par la première, c'est bien la voie descendante ou bien ce qu'on appelle le top-down. On part d'un matériau, on le découpe et on le sculpte pour réduire le plus possible les dimensions de l'objet ou du composant que l'on veut fabriquer. Nous avons que cette technique permet notamment de fabriquer plusieurs milliers ou bien millions d'objets en parallèle. L'effort de miniaturisation a d'abord conduit à des composants de dimensions micrométriques pour descendre maintenant en dessus des 100 nanomètres. Il s'agit de la voie suivie par l'électronique. Depuis 30 ans, toujours activement exploitée, elle se heurte de plus en plus à des limites techniques en descendant vers l'échelle nanométrique. Deuxième voie, c'est bien la voie ascendante ou bien le bottom-up. C'est-à-dire, on va assembler la matière atome par atome pour construire des molécules qu'on en intègre ensuite dans des objets ou bien des systèmes plus grands afin d'obtenir les propriétés ou bien les fonctions désirées. Sixièmement, on va voir comment modéliser les phénomènes pour mieux comprendre et les maîtriser. Nous avons que l'alliance entre théorie quantique et simulation numérique constitue une approche complémentaire aux travaux expérimentaux dans le but de modéliser des matériaux réels à partir des principes de la physique quantique. La modélisation, c'est une méthode employée notamment pour l'étude de la formation et de la croissance des nanostructures et parvenir à une meilleure connaissance des forces unissant les atomes à la surface et la façon dont ils s'assemblent. Nous avons aussi que le développement d'approches nouvelles de type bottom-up, complémentaires aux voies plus traditionnelles dites top-down, font que de nouveaux nano-objets ou nanoparticules peuvent être inventés et créés pour des domaines d'application très variés. Nous avons aussi que la voie ascendante est devenue accessible grâce aux progrès liés à la compréhension de la matière.
plus complexe que la voie descendante, elle nécessite une maîtrise à l'échelle nanométrique de l'assemblage et de la fabrication de nouveaux matériaux à partir des molécules et des atomes. B. Quels sont les domaines d'application et quels sont les enjeux de cette technologie, bien sûr, qui est le nano-domaine, nanotechnologie ou bien le nano. Nous avons que les domaines d'application sont très vastes et les effets de taille à l'échelle du nanomètre sont déjà exploités depuis fort longtemps. Le verre est un bon exemple puisque dès le VIe siècle, les verriers du Murano ont donné une couleur rubis à leurs produits en ajoutant un peu d'or. Les connaissances scientifiques récentes ont démontré que les atomes d'or, par un traitement thermique approprié, forment des agrégats nanométriques qui donnent cette fameuse couleur rubis, ou bien cette fameuse couleur rubis. La plupart des produits verriers actuels, tels que les verres optiques photochromes devenant plus sombres au soleil, sont conçus sur le même principe, c'est-à-dire par intégration d'agrégats nanométriques de sel d'argent à l'origine de la coloration foncée. Nous avons aussi les quelques domaines d'application présentés, le sont avec quelques-unes de leurs données économiques, tout en essayant de distinguer ce qui relève des nanoparticules ou bien des systèmes qu'elles permettent de construire. On va commencer par l'industrie de l'électronique et des communications. Nous avons que la microélectronique a pour but de fabriquer des circuits intégrés, des semi-conducteurs, des transistors contenant des puces électroniques véritables, cœur du système. En 2007, près de 500 milliards de puces ont été fabriquées pour un chiffre d'affaires total de 260 milliards de dollars. La maîtrise de la fabrication de ces composants se mesure à l'échelle atomique, l'électronique faisant ainsi partie intégrante des nanotechnologies. Nous avons aussi que dans les circuits intégrés tels que ceux constituant le microprocesseur, les fabricants parviennent à assembler plusieurs centaines de millions de transistors de taille inférieure à 100 nanomètres. Cette miniaturisation des composants a suivi logique à la loi de Moore. Diminution de taille et accroissement de la puissance d'un facteur de 2 tous les 18 mois, ce qui s'est accéléré en passant à l'échelle nanométrique. Actuellement, les plus petits composants en fabrication industrielle atteignent une taille de 65 nanomètres et descendront bientôt à 45, voire à 32 nanomètres. Aller au-delà par la voie descendante n'est pas envisageable en l'état actuel des procédés de fabrication et se heurtera tôt ou tard aux limites de la matière. Cette miniaturisation permet d'accroître les fonctionnalités associées aux composants, puissance, volume de stockage des mémoires, tout en diminuant sa taille et sa consommation électrique. On va voir ici à titre d'exemple la toute dernière génération des transistors à effet de champ de chez Intel, le Tri-Gate d'environ 100 nanomètres qui interviennent dans le fonctionnement des microprocesseurs de dimension centimétrique, n'ont pu être réalisés que grâce au progrès des techniques de dépôt sous vide qui permettent désormais de réaliser des circuits extrêmement complexes avec une finesse de traits d'une vingtaine de nanomètres, des épaisseurs de couches de matériaux, des verres de quelques nanomètres seulement. Donc, vous avez ici la molécule sacracose à 1 nanomètre, le protéine de 3,10 nano, virus 200 nanomètres, le FET Intel 2011 22 nano, bactéries de 3 à 4 micromètres, le biocellule de 100 à 100 micromètres, les cheveux entre 30 et 60 micromètres et le processeur Intel jusqu'à 1 centimètre.
Donc, nous avons parallèlement aux efforts accomplis pour miniaturiser les composants électroniques. En améliorant les technologies existantes, on étudie la possibilité d'utiliser les molécules comme nanocomposants de base pour l'électronique. Le cœur de l'électronique et de l'informatique, c'est-à-dire le passage ou non de courant que matérialisent les chiffres 0 et 1, serait remplacé par l'utilisation d'une molécule particulière qui peut être associée à des combinaisons plus complexes que cette technologie binaire. Ces transistors moléculaires pourraient prendre la forme de nanotubes de carbone, de nanofils ou même d'ADN dont les propriétés de conduction pourraient permettre aux électrons de circuler sans résistance et sans échauffement. Nous avons aussi la première industrie manufacturière au monde devant l'automobile. L'électronique connaît une forte croissance au niveau mondial, environ 10% par an. Mais la pression est très forte sur les prix et les gains de productivité sont à la fois amplifiés par une large échelle de production et limites en raison notamment d'une hausse des coûts de recherche et de développement R&D d'environ 15% par an et de l'importance des investissements. Plusieurs milliards d'euros pour la création d'une nouvelle usine de fabrication de wafers, une tranche de silicium où sont imprimés des circuits intégrés de 300 mm. Le marché mondial des systèmes électroniques et des semi-conducteurs utilisant des nanotechnologies approche les 1600 milliards de dollars. Deuxièmement, l'industrie pharmaceutique, biotechnologie et des soins de santé. Nous avons que le développement des nanotechnologies est à l'origine de plusieurs évolutions capitales dans le domaine de la santé, telles que le développement de biopuces, laboratoires d'analyse sur puces et de biocapteurs pour la recherche et le diagnostic mesurant quelques centimètres. Les plus performants de ces dispositifs peuvent caractériser l'équivalent de 4 génomes. C'est l'ensemble de matériel génétique d'un organisme humain à partir d'une seule goutte de sang ou bien de salive. Ils sont appliqués aux médicaments, les nanotechnologies permettant d'encapsuler une molécule biologiquement active dans un nanovecteur adapté pour se fixer spécifiquement au niveau ou l'extérieur des cellules qu'on veut traiter, évitant ainsi la toxicité à l'égard de certains organes vitaux ou bien la destruction par les cellules du foie. Nous avons que la miniaturisation permet également d'envisager des dispositifs biomédicaux, instituts substitutifs aux organes défaillants. Le marché mondial des nanoparticules utilisées dans le secteur de biomédicaments et des produits pharmaceutiques s'élève à 170 milliards de dollars en 2005 et a atteint 205 millions de dollars en 2006 et pourrait dépasser les 685 millions de dollars pour 2012 et selon le rapport sectoriel BCC Research de novembre 2007. Troisième domaine d'utilisation, c'est bien la cosmétologie. Dans les produits cosmétiques de type de nanomatériaux, le nanoémulsion et le nanopigment sont actuellement incorporés en raison de l'efficacité de leurs principes actifs, principalement pour les crèmes solaires, de soins dermatologiques ou bien capillaires. Leur petite taille cumule plusieurs avantages. C'est bien la transparence, meilleure pénétrabilité, protection à effet réfléchissant et une bonne tolérance cutanée. Les nanoparticules de dioxyde de tétane étant inertes, insolubles et non toxiques. L'application du principe de précaution doit permettre d'écarter toute nanoparticule dès lors de ces risques de toxicité ne sont pas analysés. Il doit aussi s'appliquer aux personnes qui manipulent dans leur milieu professionnel des nanoparticules pour les incorporer aux différents produits. Tenue de protection spécifique, salle de travail isolée et équipée d'une ventilation adéquate. Quatrièmement, l'agroalimentaire. Les orientations actuelles de la recherche agroalimentaire dans le domaine des nanotechnologies s'intéressent entre autres à la création d'aliments dits intelligents, agissant interactivement en fonction du goût ou du besoin nutritif du consommateur, changement de couleur, apport nutritif complémentaire.
D'autres applications pourraient être envisagées comme l'intégration de nanoparticules au sein des emballages alimentaires et ont pour effet d'augmenter le temps de conservation des produits ou bien le développement des nanodispositifs de surveillance des aliments de leur lieu de production à travers toute la chaîne de transformation. Il faut noter l'extrême sensibilité de ce domaine d'application des nanotechnologies, l'alimentation étant un sujet touchant à l'intégrité de la personne. Cinquièmement, c'est bien les nano-objets et matériaux nanostructurés. Nous avons que le contrôle à l'échelle nanométrique de la taille et de la forme des graines qui constituent un matériau solide permettent d'améliorer certaines de ses propriétés physiques et de multiplier ainsi ses usages. Par exemple, les nanotubes de carbone sont des assemblages d'atomes de carbone en forme de tube de 2 à 100 nanomètres de diamètre et de longueur de l'ordre du micron. Très légères et résistants à la rupture, tout en étant très souples et peuvent se comporter comme un métal, mais également comme un semi-conducteur. Ils possèdent des propriétés mécaniques, optiques ou chimiques très particulières. Ce matériau est ainsi 100 fois plus résistant et 6 fois plus léger que l'acier. Il a une conductivité thermique comparable à celle du diamant. Et c'est le meilleur émetteur à effet de champ connu. Son utilisation permettrait, par exemple, de fabriquer des écrans vidéo plats et souples, leur permettant ainsi d'être pliés et enroulés. Donc, on termine avec cette dernière page. Nous avons qu'actuellement, l'utilisation des nanotubes de carbone vise essentiellement à les agréger ou bien à les intégrer dans d'autres matériaux pour leur conférer des propriétés nouvelles. Les nanotubes de carbone sont déjà utilisés en petite quantité pour renforcer certaines raquettes de tennis en fibre de carbone. Une raquette qui serait entièrement composée de nanotubes de carbone apporterait encore davantage de rigidité et de puissance sans aucun surcroît de poids. Le marché mondial des nanotubes de carbone atteint 79 millions de dollars en 2007 et devrait dépasser les 800 millions de dollars en 2011. Donc, nous avons terminé notre vidéo, bien notre cours Introduction générale à la nanotechnologie. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.